Je le dis, les cloches sonneront-elles encore demain? C'est chez Albin Michel. On va beaucoup parler de ce livre où il est question, vous vous en doutez, d'islam. Philippe de Villiers, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios. La France est-elle en voie d'islamisation? Oui. Oui. Pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a un peuple jeune qui installe ses fiertés, qui arrive chez nous en masse. Issu d'immigration, donc? Conquête démographique, colonisation culturelle, Oui. avec son mode de vie, avec ses mœurs, avec beaucoup de territoires qui ont fait sécession. Et puis en face de ce peuple jeune qui installe ses fiertés, il y a un peuple hagard, Oui. exténué, qui ne sait plus où il habite, le peuple français. Alors vous parlez de ce peuple jeune. Il y a les grands-parents, parfois les arrière-grands-parents, qui sont arrivés effectivement souvent à la faveur de la décolonisation. Mais ces jeunes-là dont vous parlez, ils sont nés ici. C'est parce qu'on n'a pas su s'en occuper. Alors ils sont nés ici, ces jeunes, et beaucoup d'entre eux, comme on l'a vu dans l'étude de l'Institut Montaigne. Oui, qui est paru il y a 6 semaines à peu près. C'est oui. ça. Pour 50% d'entre eux sont en rupture. L'étude dit même en sécession. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a laissé, par naïveté, parce qu'on a cru que l'islam c'est une religion comme le catholicisme ou le bouddhisme, Oui. on a laissé s'installer des morceaux de France dans lesquels des populations nombreuses et de plus en plus jeunes pratiquent leur mode de vie, leurs mœurs, cultivent des idéaux et des héros qui ne sont plus les nôtres et sont, je reprends l'expression, en sécession avec la civilisation française, au sens fort du terme, au sens le plus profond du terme. Et donc, on recule. Alors, on va prendre des exemples. Les mosquées. Ouais. Alors, c'est le début de votre livre. Voilà. Où vous dites qu'on va Il y a 225 installer des mosquées dans des églises, même. Voilà, il y a 225 mosquées salafistes, plus les mosquées des frères musulmans, chez Cousin Germain, Oui. le wahhabisme, l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui supportent tout ça, ce sont nos amis. On est les esclaves de nos clients. Ils font notre politique étrangère là-bas et on leur obéit avec le communautarisme clientéliste chez nous, dans beaucoup de villes. Oui. Ensuite, il y a le halal qui se développe. Oui. 40% de la viande bovine qu'on consomme est halal, c'est-à-dire l'animal tourné vers la Mecque. Sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache, bien sûr. Oui. Bientôt avec une taxe, si on écoute NKM, pour financer les mosquées. Et puis, il y a évidemment tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui contribue à l'islamisation par la défaite de la culture aussi, occidentale et française. Exactement. Dans les écoles, notamment. Notamment, bien sûr, puisque en fait, on a installé face à face avec ce que certains intellectuels appellent le paradis diversitaire, c'est-à-dire le multiculturalisme, une société, une contre-société, une civilisation, une contre-civilisation, une mémoire, une contre-mémoire, une histoire, une contre-histoire. On parle même dans les écoles de l'histoire halal, c'est-à-dire qu'il y a une histoire licite et une autre qui ne l'est pas. C'est-à-dire que si on parle de Napoléon... Il n'est pas halal, Napoléon. Non, pourtant, il a fait la campagne d'Égypte. Charles Martel, encore moins. oui, mais justement. Et donc, là, on sourit, mais c'est pas drôle, parce que ça veut dire qu'en fait, une nation, c'est un lien amoureux. Si on veut retrouver la France, il faut inventer un lien amoureux. Et donc, faire un peuple amoureux. Pour faire un peuple amoureux, il faut retrouver l'idée d'un roman national qui ne sera pas l'ancien. C'est fini. Mais un nouveau roman national... On n'est pas dans la nostalgie, donc on est... Non, un nouveau roman national en passant par la façade du beau, par la façade de l'esthétique, pour faire un roman d'amour, pour que chaque petit Français, qu'il soit de souche ou de désir, puisse partir dans la vie avec un bagage imaginaire qui habille ses rêves. Ce que vous constatez là, parce que c'est un constat, il y a des faits, il y a des exemples, c'est pas des inventions, c'est une œuvre littéraire au sens où elle est bien écrite, mais c'est pas un roman. C'est vrai de la France, mais c'est vrai d'une grande partie de l'Europe. D'ailleurs, vous parlez d'Eurislam. Donc c'est pas singulier à la France, cette histoire. Non, alors, je suis tombé sur un document absolument incroyable. C'est la migration de remplacement. C'est-à-dire
un scénario des Nations Unies qui demande à l'Europe d'appliquer un scénario de remplacement de la population. Pour la France, c'est 16 millions d'habitants supplémentaires, 800 000 migrants par an. C'est écrit, c'est repris par l'INED, c'est repris par l'OCDE, et c'est repris par le dossier dont vous parlez, c'est-à-dire l'Eurislam, c'est-à-dire l'idée d'acclimater, je cite la Commission de Bruxelles, d'acclimater l'Europe à l'islam. Donc pour tous ces gens, pour nos élites, les carottes sont cuites, ou plutôt, non, on va fabriquer une société multiculturelle. D'accord. Alors qu'on sait par expérience, partout dans le monde, historiquement, qu'une société multiculturelle, c'est une société multiconflictuelle et multidéculturée. Donc on prend le risque fou d'installer au cœur de l'Europe une population qui est totalement nouvelle. Et je dis dans mon livre, les hommes politiques ont du sang sur les mains. Parce que depuis... De droite et de gauche? Oui, bien sûr, Tout le monde. confondu, bien sûr. C'est une vraie course, c'est vrai, une course à l'échalote entre les deux. Oui. C'est celui qui deviendra le plus proche de l'imam du coin. Bon, c'est-à-dire, il y a eu, c'est simple, deux choses. Première chose, ils ont démantelé nos frontières. C'est-à-dire en faisant croire aux Français que c'était pour plus de sécurité. Bon, on a vu avec l'affaire du Bataclan qu'en réalité, il y avait des faux réfugiés qui arrivaient chez nous, qui étaient des vrais terroristes. Et deuxièmement, et surtout, et ça c'est le plus grave, et ça je l'ai vu moi en 30 ans. Et à 30 ans, je disais, attendez, vous êtes fous, l'islam, vous ne connaissez pas l'islam. Tous ceux qui connaissent l'islam savent que c'est un système politico-religieux global. Et donc pas seulement une religion, mais aussi une société, une loi et une civilisation. Ils ont installé au cœur de notre nation une autre nation, une super nation qui s'appelle l'islam, qui s'appelle l'Oumma. Donc on a le djihad, ça veut dire une seule humanité soumise à Allah. C'est ça l'idée du djihad. Il y a la charia, une seule loi qui n'est pas la nôtre. Oui. La distinction... Dont un tiers d'ailleurs des interrogés dans le sondage dont vous parliez trouve qu'elle est supérieure à la loi républicaine. Voilà, c'est-à-dire qu'au-dessus de la loi républicaine, il y a la loi islamique, et la loi islamique, elle est d'origine divine, puisque le Coran, c'est la parole incréée. Et puis l'Oumma, ça veut dire qu'il n'y a pas de nation particulière pour l'islam. Il y a une nation qui est l'islam. Et donc, pour ces trois raisons qui tiennent au djihad, une seule humanité, la charia, une seule loi, l'Oumma, une seule nation, je dis que l'islam est incompatible avec la civilisation française. Et j'ajoute qu'un peuple, le peuple français, a un double droit inaliénable. Le droit à protéger, le droit à la continuité historique, donc le droit de protéger ses symboles, que ce soit les crèches, les cloches, ses monuments, sa culture. Et deuxièmement, un droit, et ça c'est plus important encore, droit de protéger les richesses anthropologiques de sa civilisation. Par exemple, la distinction du temporel et du spirituel, ou encore le sermon sur la montagne. Quand on compare le sermon sur la montagne, heureux les doux, avec le verset du sabre, tuez-les tous, on voit bien qu'il y a une différence de civilisation. Et j'ajoute, pour choquer les esprits qui cherchent à suivre la mode, une supériorité morale d'une civilisation qui dit heureux les doux par rapport à une civilisation qui dit tuez-les tous. Donc vous dites aussi qu'il ne faut pas, ce que j'ai bien compris, on ferme les frontières, on ne ferme pas les frontières, on crée une nouvelle culture où on fait dominer la culture justement chrétienne. C'est ça que vous voulez dire? Alors, sans reprendre les vieux canons, je dirais. Non, je pense d'abord il faut rétablir les frontières nationales, c'est une évidence, parce que sinon... L'Europe est morte. Sinon l'Europe est morte. On a un flux qui est devenu un flot. Vous voyez, il y a eu le regroupement familial, le flux qui devient un flot, et à ce moment-là, on arrête le creuset de l'assimilation. C'est ce qui s'est passé dans les années Giscard. Depuis, on voit les conséquences. Donc moi, je dis, en essayant d'avoir l'esprit clair, il faut distinguer l'islam et les musulmans. On ferme les frontières parce qu'on ne peut pas gérer un flux supplémentaire. On est compte 300 000 personnes qui arrivent chaque année, 200 000 légalement, 100 000 illégalement. On voit bien la dispersion de Calais, etc., tout ce qui va nous arriver. Donc on ferme la frontière pour essayer de gérer le stock, en quelque sorte, des gens qui sont là, dont beaucoup ne veulent pas s'intégrer et à qui on ne propose plus l'assimilation.
Après, je fais la distinction entre le principe et les hommes. Pour l'islam, fermeté absolue. Plus de mosquées, plus de djellaba, pas de halal, on est chez nous, on est en France, c'est l'art de vivre à la française, nous on consomme du vin, c'est comme ça. Pas de mosquées nouvelles, parce qu'elles sont toutes infiltrées par le wahhabisme, c'est comme ça, et par l'argent étranger. On ne peut pas accepter d'avoir des démembrements du territoire français sur notre territoire. Pour ce qui concerne les musulmans, il faut leur dire une chose simple, ne soyez pas des Français de préfecture. Ça veut dire quoi, les Français de préfecture? Les Français de préfecture, ça veut dire qu'on est Français par la loi et on ne l'est pas par le cœur. Il faut l'être avec son cœur. Et ça veut dire, entre le Coran et la France, vous choisissez. Chez nous, il n'y a pas la charia, il n'y a pas le djihad, il n'y a pas l'oumma. Vous choisissez la civilisation française dans toutes ses dimensions et je dirais dans le mystère de ses fondations. Et donc, en réalité, ce roman national que j'appelle de mes voeux un nouveau roman d'amour, c'est l'idée qu'on puisse proposer à des jeunes qui voudraient nous rejoindre, qui voudraient nous aimer, qu'on puisse leur proposer le mystère français. Parce que si on ne propose pas à nos jeunes nos drames, nos larmes, nos gloires, nos fiertés, alors ils vont chercher ailleurs d'autres drames, d'autres larmes et d'autres fiertés. Dans le paysage politique français actuel, quel est celui ou celle qui dit les choses les plus justes là-dessus, d'après vous? Alors, moi, je ne rentre pas dans ces considérations-là, et pour une raison de méthode. C'est que j'ai de nombreux lecteurs, nombreux pour mon dernier livre, et nombreux pour celui-là, et je soumets ce livre à leur réflexion parce que je veux réveiller les Français. Voilà, avec d'autres. Vous n'êtes plus un homme politique, en fait. C'est pas votre sujet. Je pense que, je suis maintenant sur mon Aventin, non pas retiré de la vie politique, mais pour avoir une parole plus forte, plus haute, plus réfléchie, plus sereine, plus sage, en retrait. Et donc je ne veux pas rentrer, je n'ai pas quitté l'arène comme je l'ai fait par la grande porte pour revenir par la petite lucarne. Le précédent livre, le moment est venu de dire ce que j'ai vu. C'était pas il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'était l'année dernière. On était venus d'ailleurs. Et vous étiez venu sur notre plateau. Vous connaissez quand même bien la vie politique française. J'ai une petite question pour vous taquiner un peu. François Bayrou, il mérite tout ce battage là à droite? C'est un traître? François Bayrou est un homme politique français. Vous pouvez continuer le dîner de tête, m'en proposer d'autres. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Simplement, je vais vous dire ce que je crois. Vous voyez, j'ai une petite hésitation parce que je vais aller au fond des choses. C'est que tous ces hommes politiques, en fait, qui ont contribué, soit par leur silence, soit par leur complicité à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, devraient se poser la question suivante. La France, dans son histoire, elle a connu bien des malheurs. Les invasions barbares, la guerre de 100 ans, l'occupation de 40, elle s'est toujours relevée parce qu'elle a traversé ces épreuves avec une mémoire douloureuse mais victorieuse. Et là, pour la première fois, elle doit affronter la crainte de disparaître. Et quand on voit les débats sur la primaire, on a l'impression d'avoir un alignement de têtes de gondole d'un magasin de compléments nutritifs, nutritionnels, alimentaires, avec des petits boutiquiers, tous immatriculés à Bruxelles. C'est-à-dire, on ne parle pas des deux questions clés. Un, les pouvoirs perdus, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui nous reste de pouvoir, sans la souveraineté. Deux, l'identité. Et donc, les deux questions qu'il faudrait poser, peut-être je vais au-devant d'une de vos questions sur la primaire, sont les suivantes, pour être très bref. Est-ce qu'on veut rester une nation soumise ou redevenir un pays souverain? Et deuxième question, est-ce qu'on veut défendre l'identité française ou est-ce qu'on veut devenir définitivement une nation, une société multiculturelle? Donc il faut se réveiller et passer à l'offensive, donc, alors qu'on est dans le défaitisme. Et donc en fait, il faut se réveiller, et il faut se réveiller en osant dire, quels que soient les risques, y compris physiques, je suis désolé, mais on est en France. Ceux qui sont en France et qui veulent devenir français, il faut qu'ils vivent comme des Français et qu'ils acceptent
la France, à condition que nous-mêmes, les Français, on accepte notre histoire, toute notre histoire, et qu'on n'ait pas honte, qu'on cesse d'avoir honte, non pas de nous-mêmes, personne n'a honte de soi-même, honte de ceux qui nous ont précédés. Donc moi, dans mon livre, j'ai des pages, par exemple, sur la croisade, sur le baptême de Clovis. Ça doit se sentir au ton de ma voix et dans mon regard. Moi, je n'ai pas honte d'être français. Je l'aime, mon pays, profondément. Je suis prêt à partager cet amour avec ceux qui veulent nous rejoindre. Mais, désolé, la peur doit changer de camp. Eh bien, maintenant, on va écouter les questions des internautes. C'était le talk de Philippe de Villiers, donc, qui est venu nous parler de son dernier livre, Les cloches sonneront-elles encore demain, et il nous dit qu'il faut que, on écrive un nouveau roman d'amour de notre pays pour faire en sorte, qu'on ne se laisse pas manger. Le terme n'a pas été utilisé, mais par l'islam. Merci Philippe de Villiers, et on écoute maintenant vos questions. Bonjour Mathilde de Siron. Bonjour Yves, bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Beaucoup d'internautes suivent votre interview et sont intéressés par vos propos. Je crois qu'il y a un petit malentendu. On ne sait pas très bien si vous êtes candidat ou non à l'élection présidentielle. Je crois que non. Mais Marie dit « je vote pour lui » et Jérôme Tolmer vous dit « vous auriez dû vous présenter ». Alors quel rôle vous allez avoir dans cette élection présidentielle et dans cette campagne? Lanceur d'alerte? Quel rôle allez-vous avoir? Oui, c'est bien, lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, c'est ça? Mais ce n'est pas un rôle. Ce livre, en fait, mon livre est un livre d'alerte. Je sonne les cloches du tocsin pour n'avoir pas, avec d'autres, à sonner un jour le glas de la France. Et à écouter le muezzin? Et écouter le muezzin, oui. Grâce au Conseil d'État qui ferait taire les cloches pour le muezzin, comme le burkini et les crèches. Et avec cette double idée, dans mon livre, que ce livre d'alerte est un cri d'alarme. Vous l'avez envoyé aux candidats, par exemple, à la primaire de la droite? Oui, absolument, je l'ai envoyé à tout le monde. Et à d'autres personnalités aussi? À beaucoup d'autres, oui. À tout le monde? Oui, à beaucoup de gens, sauf les morts vivants. Mais enfin, il y en a ceux qui ne sont pas capables de lire. Vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. Mais tous ceux qui savent lire et écrire l'ont reçu ou vont le recevoir. Donc, cri d'alarme et chant d'amour. Il y a une question d'Amanda Kadidja, alors là qui n'est pas tellement sur votre ligne, mais il faut la poser. Ce pays est raciste? Ce que dit cette femme. Pays raciste. La France. Vous savez, Bainville disait « La France, c'est mieux qu'une race, c'est une nation ». Et donc, la France, elle est multi-ethnique. La Martinique a été française avant la Corse, mais elle est uniculturelle. D'accord. Alors, il y a des gens qui ont du mal à faire la différence, et en général, les gens qui nous traitent de racistes sont eux-mêmes des racistes. Parce que moi, j'aime pas la francophobie, le racisme anti-français. Et quand on voit ce qui s'est passé à la Grande Borne, à Grigny... Oui. Où des policiers se sont fait attaquer. Oui, attaquer et brûler dans leur voiture. Vous qui êtes un analyste, bon observateur de la vie politique, merci, attentif, je vous lis tous les jours. Il y a une question que je vous pose, que j'ai posée à un ami qui travaille dans les services de renseignement. Est-ce qu'il y a eu une descente de police à Grigny depuis ce crime? Aucune. La réponse est non. Et vous savez pourquoi? Parce que le ministre de l'Intérieur a considéré que c'était trop risqué parce qu'il y a 1000 hommes en armes là-bas. Vous m'entendez? 1000 hommes en armes. Qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Les services de renseignement le savent, les policiers aussi. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il y a beaucoup de quartiers en France qui sont dirigés par des hors-la-loi et où la police française ne peut plus entrer. Vous ne pouvez plus envoyer une ronde, c'est plus possible. Il faudra envoyer l'armée. Des zones de non-droit. Donc en fait, on est ce qu'on appelle les zones de non-droit, où les territoires perdus ne sont pas perdus pour tout le monde. Philippe de Villiers, vous parlez beaucoup d'islam, c'est votre sujet. Est-ce que vous trouvez que l'islam est peu présent ou trop présent dans le débat politique actuellement? Beaucoup d'internautes disent qu'on parle vraiment que de ça. Est-ce que c'est votre avis aussi? Non, je pense que les gens parlent de ça. Tous les gens qui ont peur des attentats et peur aussi des représailles, parce qu'on ne peut plus parler de l'islam qu'en présence de son avocat. Mais dans les débats de la primaire, on parle de la TVA, on parle des pensions de retraite, on parle
de choses importantes mais secondaires par rapport à la question essentielle. Est-ce que l'islamisation de la France va s'arrêter? Est-ce qu'on va donner un coup d'arrêt? Ou est-ce qu'on accepte la conquête et la colonisation? Jennifer Parker, une question intéressante. Quelle est votre définition, Philippe de Villiers, de la laïcité? Alors, il y a deux définitions possibles de la laïcité. Il y a celle d'une laïcité mortifère. C'est la laïcité neutralité Oui. Qui, au nom du refus de toutes les religions, fait le vide. Et le vide, il est rempli par les islamistes, qui, eux, ne reconnaissent pas la distinction du temporel et du spirituel. Et la deuxième laïcité, puisée aux sources du christianisme, puisque c'est le Christ qui a inventé la laïcité, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un vieux concept chrétien, en fait. La laïcité vivante, c'est une laïcité qui s'accorde à nos traditions. Par exemple, les crèches dans l'espace public. D'accord. Donc contre la laïcité militante, en fait. Contre la laïcité du vide. Oui, Du vide. Militante au sens du laïcisme. Du laïcisme. Qui est en fait une sorte d'athéisme d'État qui prétend s'imposer à toute la société et qui, au nom de la neutralité de l'espace public, s'en prend aux cloches, s'en prend aux crèches et demain et à notre culture, en fait. Et en réalité, il y a deux éléments clés de notre civilisation. Le premier, c'est l'antériorité. Oui. Le christianisme est en France depuis le IIe siècle. Et puis le deuxième, c'est la supériorité morale au sens d'un certain nombre de philosophes, comme Lévi-Strauss dans Triste Tropique, ou encore René Girard, qui disent qu'il y a une supériorité morale du christianisme. Par rapport à la notion de la violence, par rapport à la place de la personne, à l'universalité de la civilisation. L'arrêt du Conseil d'État est attendu demain sur les crèches, d'ailleurs, il faut le signaler. Dernière question. Une question d'un internaute assez fidèle, Corentin, qui se dit donc soutien de Nicolas Sarkozy, mais très proche de votre ligne politique à vous. Il veut savoir, en mai, si Alain Juppé est au second tour face à Marine Le Pen, vous, Philippe de Villiers, vous choisissez qui? Sarkozy s'est fait piéger par un de vos collègues, comme un enfant de cœur. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais moi je ne joue pas à ce jeu-là. Jeu de domino. Voilà. Et si vous étiez pape, qu'est-ce que vous feriez, etc. Non. Donc, je ne suis pas pape. Votre vote, vous ne le direz pas. Vous gardez pour vous. Et donc, voilà. Donc, oui, parce que ce que j'ai à dire est plus important comme lanceur d'alerte par rapport à ce que peut-être le deuxième tour. Mais il y a une chose qui m'a quand même étonné, c'est que Sarkozy parle envisage de voter Hollande. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui, face à Marine Le Le Pen. Il Pen. va être très fatigué ce matin-là. C'était donc les réponses à vos questions de Philippe de Villiers.